Bonjour tout le monde. Donc, désolé de ce petit retard. Alors, on va commencer le cours de cryptographie. Donc, ce cours, principalement, s'intéresse à... il y aura beaucoup de concepts cryptographiques, mais pas du côté mathématique pur, parce qu'il y a deux aspects de la cryptographie. Vous avez la cryptographie au sens théorique, c'est-à-dire mathématique, qui permet de montrer un certain nombre de propriétés et de théorèmes liés à ça, ce qui n'est pas vraiment le cas nous concernant. Donc, ce qui nous intéresse le plus, c'est cette cryptographie, bien entendu avec toute cette base mathématique, mais en utilisant la cryptographie qui peut nous servir quand même de présenter un certain nombre de services qui sont utilisés en sécurité. Et là, je précise que la cryptographie n'est pas la sécurité. La cryptographie est un outil qui est utilisé pour la sécurité. Donc, ce qui a été fait, c'est beaucoup de services qui ont été mis en œuvre et qui permettent par la suite de réaliser, je dirais, les objectifs de la sécurité qu'on verra par la suite. Donc, ici, vous avez un certain nombre de références qui peuvent être utilisées. Donc, comme vous voyez, la cryptographie, elle est assez ancienne quand même, d'un point de vue mathématique, et qui permet effectivement de vous donner un certain nombre d'informations complémentaires. En plus de cela, vous avez les sites web qui existent et qui donnent des compléments d'informations. Donc, l'une des références importantes et largement utilisée, c'est la première référence Stallings, qui est considérée comme une référence pédagogique assez intéressante. Alors, on utilise, j'avais dit, comme tout à l'heure, j'avais dit qu'on utilise la cryptographie pour des besoins de sécurité. Donc ça, c'est l'objectif majeur. Donc, ce qui confirme que la cryptographie est un outil mathématique au service de la sécurité. Alors, on peut se poser la question, pourquoi la sécurité? Et qu'est-ce qui motive justement tout ce champ, je dirais, d'activité informatique qui s'est, je dirais, penché sur la sécurité? Alors, il y a un ensemble, je dirais, il y a un ensemble d'éléments qui militent pour cette sécurité. Donc, on peut commencer déjà par définir ce que c'est que la sécurité, particulièrement la sécurité informatique, parce que la sécurité, elle existe dans beaucoup de domaines. Donc, vous pouvez avoir la sécurité sanitaire, vous pouvez avoir la sécurité alimentaire, et on peut avoir aussi la sécurité informatique. Donc, si on parle de la sécurité, c'est quoi? D'une manière générale, c'est l'ensemble des mesures qui sont prises pour préserver un certain nombre de biens ou de personnes au niveau de la société. Donc, comme on est actuellement avec le Covid, donc il y a la sécurité sanitaire qui a été mise en avant et automatiquement le but c'est de préserver les gens et de préserver effectivement leur santé. Donc on a pris un certain nombre de mesures. Parmi ces mesures, ce que vous connaissez, c'est la distanciation, les bavettes, etc., etc. Donc éviter de se déplacer maximum, etc. Donc tout ça, c'est des mesures de sécurité qui sont prises dans le cadre de la sécurité sanitaire. Donc, pour l'informatique, ça veut dire qu'on fait la projection pour la sécurité informatique, c'est l'ensemble des mesures qui sont prises pour préserver quoi? Donc, c'est au niveau informatique. Bien entendu, au niveau informatique, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit préserver? On doit préserver
les choses liées à l'informatique, particulièrement un élément important de l'informatique. Donc, si vous revenez à la définition de base d'un ordinateur, c'est quoi? Un ordinateur, c'est une machine capable de traiter de l'information automatiquement. Ça veut dire tout simplement, ce qu'on a besoin de faire, c'est on a besoin de préserver justement cette information, puisque l'information devient un élément clé de plus en plus. Et de plus en plus, vous entendez parler du data. Donc, le data constitue maintenant un élément majeur dans toutes les, je dirais, toutes les applications. Les données sont vitales pour arriver à réaliser un traitement de données. De l'autre côté aussi, vous avez votre machine qui est capable, elle, de traiter l'information. Ça veut dire que si la machine elle est endommagée ou elle est touchée, automatiquement, elle ne pourra plus faire le traitement. Et donc, du coup, vous allez voir que vous avez besoin de préserver votre donnée. Vous avez aussi de préserver. Donc, je vais dire que concernant la sécurité, c'est de préserver les biens qui sont principalement la data, les logiciels aussi qui font le boulot, et aussi les machines qui permettent de faire aussi le boulot. Alors, d'où ça, c'est concernant l'outil qui nous permet de faire le traitement automatique. Et bien entendu, cet outil qui permet de faire le traitement automatique, ça, c'est ce qu'on appelle un peu l'intégration numérique, c'est-à-dire vous utilisez toujours des appareils qui sont capables de traiter automatiquement. Donc là, le mot usuel utilisé, c'est de traiter numériquement l'information. Et donc, naturellement, plus on intègre cet outil numérique qui nous permet effectivement d'avoir une certaine aisance et un certain bien-être. Je pense que maintenant, tout le monde en est convaincu. Si on voit juste un exemple simple, vous possédez tous des téléphones ou des smartphones. Donc, je suppose que ça vous donne une grande aisance de connectivité et de liens sociétal et de liens de travail. Je peux vous dire, imaginez-vous juste une journée ou une semaine sans votre portable. Quelle devrait être votre réaction? Donc, le problème qui s'est posé, c'est quoi? C'est que vous êtes en train d'utiliser d'une manière, je dirais, assez massive votre portable. Et donc là, ce qui va se passer, ça c'est un peu, en général, ce qu'on appelle la face cachée du numérique. Donc, la face cachée du numérique, c'est que il vous permet beaucoup de choses intéressantes, faciles à utiliser, une certaine aisance de vie. Et conséquence directe, parce que l'autre face, en général, qu'on ne le dit pas, mais les gens, quand ils réfléchissent profondément, ils vont se rendre compte eux-mêmes. C'est que l'autre face, c'est quoi? C'est qu'il va y avoir ce qu'on appelle une dépendance numérique. Donc, vous allez dépendre de votre portable. Alors, pourquoi vous dépendez de votre portable? Premier point, par exemple, c'est que votre portable, si vous essayez de voir, vous avez plein de contacts à l'intérieur. Je vous défie tous de me convaincre que vous êtes capable de retenir en tête tout votre répertoire de contacts. C'est devenu quasiment impossible. Personne de nous ne peut retenir autant de numéros de téléphone. Moi, je me rappelais quand il y avait le fixe, il n'y avait pas le mobile, on était obligé de retenir quelques, je dirais, numéros de téléphone. C'était le numéro de téléphone de la maison, des proches, frères, sœurs, etc. Mais au-delà, peut-être tu arrives à retenir une dizaine, mais au-delà, tu ne pourras pas retenir le reste. Alors, quand tu prends dans un répertoire, vous pouvez avoir une centaine, sinon des milliers de contacts qu'il est difficile de retenir. Et une moralité, ça veut dire que vous avez cette dépendance qui va être créée par rapport à votre portable,
parce que vous ne pouvez pas retenir tous ces numéros, parce que vous n'avez pas cette possibilité d'avoir une solution de substitution pour votre portable. Et du coup, votre portable devient important dans votre vie. Et automatiquement, la chose qui devient importante dans la vie, vous êtes obligé de préserver cette chose-là. Parce que cette chose, vous allez l'utiliser d'une manière intime par rapport à votre personne et ça fait partie de votre quotidien. Et c'est un peu la même chose si vous faites le comparatif. Pourquoi en général les gens préservent de l'argent? Parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans l'argent. Donc, quand ils ont l'argent, ils ont intérêt à préserver l'argent pour pouvoir y vivre, parce que c'est l'outil qui permet de faire tous les achats nécessaires et de subvenir aux besoins des gens. Et donc, du coup, ce numérique, bien qu'il nous rend beaucoup de services, parce que on a vu en système d'exploitation, il nous permet de nous rendre la vie facile, parce que quand je dis il présente une machine virtuelle facile à utiliser, c'est qu'il vous permet la vie facile, et vous avez la gestion sans rentabilité, ça veut dire que vous avez les performances qui sont excellentes, et il ne vous fait pas attendre, vous pouvez avoir les choses d'une manière très très rapide, et donc du coup, vous êtes obligé, vous devenez, entre guillemets, esclave de cette machine. Pourquoi? Parce que sans la machine, vous ne pourriez jamais faire les choses qui sont faites par la machine. Donc ça, c'est l'autre aspect qui explique cette relation causale ou cette relation duale qui existe entre le numérique et la sécurité. Donc du coup, on est obligé de sécuriser tous les outils informatiques et toute l'information au niveau de l'informatique. Alors, quelles sont la sécurité? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que vous avez un certain nombre de niveaux de sécurité qui sont utilisés. J'avais dit que l'ordinateur est une machine qui traite automatiquement l'information. Et donc, l'élément clé qui est utilisé, c'est de nos jours, on parle de la donnée. Et effectivement, le data maintenant, qui est un élément clé dans le monde numérique. Et c'est devenu, donc si vous voyez le data, c'est devenu quelque chose, je dirais, qui est rentré pleinement dans le domaine commercial, et la donnée est devenue une valeur marchande. Et certainement, vous avez entendu parler de tous les scandales de vente des informations à l'image de Facebook, qui a vendu plus de 50 millions d'informations de ses abonnés pour des besoins vraiment lucratifs et pour d'autres motivations. Et donc, si je résume maintenant la donnée, donc en général, la donnée subit un certain nombre de processus. Donc, en général, vous avez les processus suivants qui sont en relation étroite avec la donnée. La donnée, en premier lieu, il s'agit de collecter la donnée. Donc, vous avez le processus de collection de la donnée. Donc, votre système permet de collecter de l'information. Alors, cette information, quand elle est collectée, automatiquement, il faudrait la traiter pour pouvoir ne pas garder l'information brute. Il faut traiter cette information, donc ce qui permet de lui donner un sens et de lui donner une valeur. Cette information, une fois qu'elle est traitée, automatiquement, elle est stockée, donc sous une forme ou une autre. Donc en informatique, vous entendez parler des informations structurées, des informations semi-structurées ou d'un format libre. Donc tout dépend du besoin. On va essayer de la traiter pour pouvoir la stocker. Et une fois qu'elle est stockée, ça nous permettra de diffuser cette information. Et donc, c'est pour ça que vous avez les différents aspects de la sécurité relativement à cette donnée. Donc, vous avez la sécurité par rapport à la donnée elle-même, vous avez la sécurité par rapport aux applications, vous avez la sécurité par rapport à la machine. Et quand je dis la machine, c'est le hôte qui permet de
je dirais, de contenir cette information. Donc, la machine, ça peut être votre smartphone et ça peut être n'importe quel périphérique capable de traiter de l'information et de stocker de l'information. Et par la suite, l'information, à partir du moment où elle est collectée, elle est traitée, elle est stockée. Donc, l'utilité, c'est quoi? C'est de pouvoir partager cette information avec tous les partenaires. Et donc, du coup, on se retrouve au-delà de la machine dans le niveau réseau. Et donc, c'est pour ça que vous avez la sécurité qui se trouve à tous les niveaux. Et c'est ce qui explique, donc, si vous jetez un coup d'œil sur votre cursus de master de sécurité, vous voyez que vous avez la sécurité au niveau de la donnée, c'est l'objet un peu de tout ce qui est fait dans la cryptographie. Vous avez la sécurité au niveau des applications, et donc particulièrement, c'est la sécurité applicative. Donc, vous avez certainement vu des modules, et vous allez voir aussi des modules en M2 aussi par rapport à la sécurité applicative. Vous pouvez avoir la sécurité par rapport à SQL, par exemple, avec toutes les attaques d'injection de code SQL, etc. Donc, vous avez aussi ce qu'on appelle la sécurité de la machine. La machine, elle est gérée par son système d'exploitation. Et donc, vous avez la sécurité système qui est utilisée à deux niveaux, sécurité système et sécurité système avancée. Et vous pouvez avoir aussi la sécurité réseau, donc à travers des modules tels que la sécurité réseau et la sécurité réseau sans fil. Et donc, c'est pour cette raison que vous avez une vue d'ensemble et le programme, il a été effectivement conçu dans ce sens pour vous permettre d'appréhender et de toucher à la sécurité à tous les niveaux. Donc, ce que j'avais dit, la sécurité, c'est de voir tous les le chemin de je dirais du parcours de la donnée depuis sa création jusqu'à sa destruction. Et donc automatiquement là dans tout le parcours, naturellement il y a des vulnérabilités. Et donc, ces vulnérabilités qui peuvent porter atteinte par la suite à la sécurité d'une manière générale. Donc, vous pouvez avoir des vulnérabilités au niveau du code, au niveau de la machine, au niveau de la donnée elle-même, qui peut être, c'est-à-dire vous gardez votre donnée sensible, mais qui n'est pas chiffrée. Donc, automatiquement, celui qui se met à l'écoute peut facilement avoir de l'information et donc porter atteinte à la confidentialité de l'information. Ça peut être au niveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau du base de données où on a une mauvaise, je dirais, protection de la base de données. On n'a pas mis au point, je dirais, les contrôles d'accès nécessaires. Et donc, ou bien les contrôles d'accès ont été mal faits de telle sorte que on permet à des personnes non autorisées de pouvoir accéder à la base de données. Et donc, tous ces éléments-là peuvent constituer des vulnérabilités qui peuvent être exploitées par des attaquants pour atteindre la sécurité de votre système informatique d'une manière générale. Donc, y compris dans la phase de destruction, par exemple, au niveau de la donnée. Donc, quand vous avez des données, sachez que la donnée peut être imprimée. Il y a des gens qui ont pu récupérer des informations confidentielles à partir de la corbeille, parce qu'il y a un document qui a été imprimé et par la suite, ce document n'a pas été détruit. Donc, à partir de la corbeille, on peut récupérer aussi des informations liées à cette information. Donc, ça peut être aussi le cas sur un disque. Il faut savoir qu'on a étudié dans le système d'exploitation la gestion des fichiers. Donc, il faut savoir que quand vous détruisez un fichier, vous supprimez un fichier, la suppression n'est pas physique. Donc, la suppression qui est faite, c'est juste, on va rompre les liens qui existent au niveau de la table des fichiers et au niveau des inodes. Mais réellement, le fichier n'est pas détruit. Donc, quelqu'un peut par la suite exploiter votre machine pour pouvoir récupérer l'information qui existe et qui a été sauvegardée. Et donc, toutes ces formes qui existent constituent des failles et donc auxquelles l'individu doit faire face grâce aux mesures de sécurité qu'il doit adopter par la suite au fur et à mesure qu'il arrive à dominer l'ensemble, je dirais, de ces concepts pour pouvoir sécuriser au mieux son système.
Alors, toujours dans la foulée, concernant ces failles et ces menaces, en général, on peut les décomposer en deux grandes parties. Donc, les menaces, elles peuvent être accidentelles comme elles peuvent être intentionnelles. Alors, parmi les mesures ou les menaces accidentelles, ça existe, nul n'est à l'abri d'un accident. Donc, les accidents sont variés et multiples. Donc, vous pouvez avoir en informatique une inondation, et donc automatiquement, le système risque de perdre son information et ses applications et ses hôtes. Vous pouvez avoir un tremblement de terre et donc qui permet de détruire les systèmes informatiques qui existent. Et vous pouvez avoir un feu qui se déclenche, etc. Donc, dans les menaces, vous avez toujours des menaces accidentelles qui existent. Et comme vous pouvez avoir des menaces intentionnelles. Ça veut dire que les menaces intentionnelles, c'est des menaces qui sont liées à une mauvaise intention des individus. Et dans ces menaces, on peut les décomposer en deux parties aussi. Vous avez ce qu'on appelle les menaces passives. Ça veut dire quoi? Les menaces passives, c'est qu'en général, ils essayent d'atteindre le système sans pour autant nuire au système. Et là, particulièrement, ce qui est visé, c'est l'aspect confidentialité. Ça veut dire qu'on a envie de savoir ce que vous faites, avec qui vous êtes en train de communiquer et quel est le contenu de vos communications, etc. etc. Et vous avez vu, par rapport à ce qu'on a fait en système d'exploitation, la prise de micro à l'insu de l'utilisateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on ne veut pas détruire sa machine, on ne veut pas changer ses données, ni quoi que ce soit. Donc, on veut savoir qu'est-ce qu'il est en train de dire, avec qui il est en train de parler, etc. Et donc, dans cette attaque-là, et parmi tant d'autres attaques, vous pouvez extrapoler, parce que vous pouvez prendre ce qu'on a fait, vous pouvez toujours l'extrapoler pour voir la prise de la caméra à l'insu de l'utilisateur, comme vous pouvez par exemple mettre en place le keylogger, c'est-à-dire pour voir qu'est-ce qu'il est en train de taper l'utilisateur sur sa machine, sur son clavier. Donc là, toutes ces formes d'attaques, c'est des attaques, mais qui sont passives. Ça veut dire que vous ne modifiez rien du tout par rapport aux données de la cible, vous ne modifiez pas le comportement de la machine de la cible, etc. Quand je dis vous ne modifiez pas, c'est que la modification est liée, parce que le fait de prendre, si je vois point de vue système, vous avez pris le contrôle du micro, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le micro ne fonctionne plus de la même manière. Il y a un léger changement, mais par rapport à l'utilisateur, c'est qu'il n'y a pas un changement dans le sens où le comportement de la machine, le micro, il a envie de l'utiliser, il pourra toujours l'utiliser, il a envie de récupérer la voix, il récupère la voix, etc. Mais ce qui existe, c'est que on essaye souvent, ça, c'est ce qu'on appelle de se mettre à proximité de l'utilisateur pour essayer d'avoir toutes les informations qui sont traitées par l'utilisateur. Par contre, il y a des menaces qui sont actives. Donc, les menaces actives, on peut les décomposer en 4 catégories. Interruption, interception, modification et fabrication. Ça veut dire que là, vous allez voir qu'effectivement, il y a des changements qui sont opérés. Alors, ici, dans les menaces actives, vous avez l'interruption. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas permettre à l'individu de pouvoir atteindre sa cible. Donc, si quelqu'un veut communiquer avec X ou bien veut transférer l'information vers X, vous allez couper ce lien. Et donc là, c'est ce qui, cette figure, ce qu'elle vous montre, effectivement, c'est que on va rompre le lien de communication tel qu'on l'a défini dans le système d'exploitation. Et vous pouvez avoir, par exemple, dans les menaces actives, vous pouvez avoir ce qu'on appelle l'interception. C'est-à-dire que le gars X qui va envoyer l'information à Y, ben, l'information n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce qu'on va l'intercepter en cours de route. Donc, automatiquement, on ne va pas permettre que cette information arrive au destinataire. Pour la modification, ce qu'on fait, ben, automatiquement, c'est un peu le même principe, mais un peu modifié. On va intercepter l'information ou la donnée.
au milieu du chemin. Et qu'est-ce qu'on fait? On va modifier cette information. Et donc, cette information, vous voyez qu'avec les flèches, elle va arriver à destination, mais ce n'est pas, je dirais, la copie conforme qui est arrivée au destinataire. C'est une copie qui a été modifiée en cours de route. Et on peut avoir, troisièmement, c'est ce qu'on appelle la fabrication. C'est que d'habitude, X qui communique avec Y, réellement, ce qui va se passer ici, il y a quelqu'un d'autre, donc un tiers, Z, qui va fabriquer de l'information, il va l'envoyer à Y, tout en essayant de convaincre Y que l'information est arrivée à partir de X. Ça veut dire qu'on a fabriqué des choses pour dire que, effectivement, c'est ton partenaire qui t'a envoyé, mais réellement, ton partenaire ne t'a rien envoyé. Alors, naturellement, quels sont les problèmes liés à ça? Donc, dans le premier, ce qu'on a, on a je dirais, implicitement, les objectifs de la sécurité qui sont formulés à travers ça. Donc, la sécurité, elle fait en sorte qu'il n'y ait pas d'interception. Donc, si je veux faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interception, ça veut dire que je dois mettre en place ce qu'on appelle la confidentialité. Et donc, la confidentialité fait que, quand je transfère une information de Bob à Alice, en général, c'est ce qui est utilisé dans la littérature. Souvent, vous entendez parler de Bob et Alice et Charlie ou Eve, etc. Pour dire que Bob et Charlie, ce sont les utilisateurs légitimes. En général, Charlie, c'est l'utilisateur intrus ou malin qui essaye de faire des choses à l'encontre de Bob et de Bob et de Alice. Et donc, les besoins de sécurité font que, pour la confidentialité, elle va empêcher Charlie de pouvoir récupérer, je dirais, une information et de connaître le contenu de l'information qui est envoyée entre Alice et Bob. Et donc là, pour la confidentialité, donc vous voyez que Charlie ne peut jamais avoir une copie. Même s'il a une copie, il ne pourra jamais l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas savoir quel est le contenu de cette information. Il y a aussi l'autre aspect ou l'autre objectif de la sécurité qui est l'intégrité. L'intégrité, c'est quoi? C'est de garder l'information intègre. Qu'est-ce que ça veut dire, l'information intègre? C'est-à-dire, c'est une information qui reste fiable. Donc, telle qu'elle est produite, telle qu'elle sera consommée. Et donc, automatiquement, l'information, quand on arrive, on va préserver son intégrité. Et donc, on peut toujours même vérifier son intégrité pour savoir que l'information elle est vraiment correcte. Et ça, quand Charlie, s'il prend l'information au milieu, il va la changer. Automatiquement, on va se rendre compte que cette information elle a été modifiée. Ce n'est pas l'information qui a été envoyée à l'origine. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'intégrité de l'information. Et je peux avoir aussi toujours concernant cette intégrité, y compris au niveau des messages, on a vu que parmi les attaques, vous avez l'authentification. Et donc l'authentification des messages nous permet effectivement de détecter cette fabrication. On a vu tout à l'heure qu'il y a la possibilité d'attaque avec la fabrication. Donc, on peut savoir par la suite que le message n'a pas été envoyé par le vrai expéditeur. Et ça, grâce à des mécanismes qu'on verra par la suite. Principalement, ces mécanismes, c'est ce qu'on appelle la signature électronique. Donc, dans la signature électronique, c'est un moyen qui nous permet effectivement de vérifier que l'information a été bel et bien envoyée par l'expéditeur ou bien ce n'est pas le cas. Et un quatrième objectif de la sécurité, donc en général, c'est ce qu'on appelle la non-répudiation. La non-répudiation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'utilisateur, quand il fait quelque chose, il ne pourra jamais nier avoir fait ça. On verra par la suite comment les choses sont faites. C'est en particulier avec la signature électronique et combiné avec des mécanismes de hachage. Donc, on arrive effectivement
montrer que telle et telle personne a fait telle et telle action. Pourquoi? Parce qu'il y a d'un côté la signature électronique et de l'autre côté, au niveau, rappelez-vous, des systèmes d'exploitation, c'est qu'il y a un mécanisme de journalisation qui se fait au niveau des systèmes d'exploitation. Et à tout moment, on sait qui a fait quoi, à quel moment, et quel est son destinataire, etc., etc. Donc tous ces éléments-là sont journalisés et du coup, on arrive à savoir qui a fait quoi et à quel moment. Et ça, c'est fait à la suite d'un mécanisme d'authentification sur le système pour dire qu'effectivement, c'est telle personne qui s'est connectée grâce au mécanisme d'authentification. Et on peut avoir la preuve formelle par la suite concernant l'usage du système. Alors, toujours dans la sécurité et la cryptographie, bien entendu, il y a un ensemble de vocabulaire qui est utilisé. Donc, vous avez la cryptographie, donc comme son nom l'indique, crypto qui veut dire caché, ça veut dire rendre confidentiel. Alors, comment on le fait? Bien entendu, on met en place des protocoles de chiffrement. Ces protocoles de chiffrement, j'avais dit que Bob et Alice pouvaient communiquer d'une manière confidentielle et donc là, automatiquement, ça veut dire qu'à partir d'un texte clair, on va avoir un algorithme de cryptographie qui nous permet de chiffrer l'information grâce à une clé de chiffrement. On obtient un texte chiffré ou bien ce qu'on appelle un cryptogramme. Et bien entendu, par la suite, vous avez le mécanisme inverse qui est l'algorithme cryptographique qui permet de faire l'opération inverse, c'est-à-dire de déchiffrer, ce qui permettra à Alice de pouvoir retrouver le texte en clair tel qu'il a été à l'origine chez Bob. Bien entendu, au niveau intermédiaire, vous pouvez avoir, ça c'est cette partie, c'est lié à la cryptographie. Vous pouvez avoir une partie, ce qu'on appelle la cryptanalyse. Ben, la cryptanalyse, c'est beaucoup plus ce que font les attaquants. Ça veut dire que vous avez un système et automatiquement on essaie d'attaquer ce système pour dire tiens, tu as chiffré, mais même si je ne connais pas la clé, je vais essayer de casser ton système pour pouvoir retrouver le texte clair sans pour autant posséder la clé de chiffrement. Et donc ça, c'est tout le domaine qui est fait par les attaquants, il y a les hackers qui permettent d'exploiter un certain nombre de failles ou d'exploiter un certain nombre, je dirais, d'outils qui existent pour permettre de trouver, de casser le chiffre. Et donc, ce chiffrement, d'une manière générale, il opère selon ces deux niveaux. Alors, naturellement, les gens qui veulent sécuriser se situent dans la cryptographie. Les gens qui veulent casser et détruire des chiffrements, c'est ce qu'on appelle la cryptanalyse. En général, les hackers se trouvent beaucoup plus dans cette partie de cryptanalyse. Et il ne faut pas se leurrer, ils ne se retrouvent pas en général uniquement dans ce côté-là. Pourquoi? Parce que si tu veux détruire un système, bah, tout simplement, la première des choses, il faut connaître ce système. Donc, si tu arrives à connaître le système, donc tu peux savoir quelles sont les failles de ce système, quels sont les points faibles de ce système, et donc automatiquement, tu peux l'attaquer par la suite. Et donc, c'est ce que font les hackers. En général, ils étudient tous les systèmes, ils voient les failles de ces systèmes, et par la suite, ils vont attaquer ces systèmes. Alors, d'une manière mathématique, puisque j'avais dit la cryptographie, elle retrouve ses assises dans les mathématiques. Donc, ce qu'on a en général, on a des... Alors, les 40 minutes se sont écoulées, donc automatiquement, la session s'est arrêtée, donc je reprends. Alors, j'avais dit que pour le cryptosystème, c'est-à-dire le système qui permet de faire la cryptographie, donc il est basé essentiellement sur les algorithmes de chiffrement.
Alors, en général, vous avez toute une famille d'algorithmes de chiffrement. Heureusement qu'il n'y en a pas un seul, il y en a plusieurs. Et donc, à chaque fois qu'on veut atteindre un certain degré, je dirais, de robustesse de notre système, on choisit un algorithme en conséquence. De la même manière aussi, il faut savoir qu'il n'y a pas une seule clé qui est utilisée. C'est-à-dire, quel que soit l'algorithme, n'est pas unique. Donc, vous avez l'algorithme qui est utilisé, il va utiliser un ensemble de clés qui sont possibles. Ça veut dire qu'on se retrouve ce qu'on appelle un espace de clés. Donc, vous avez un algorithme de chiffrement, vous avez un espace de clés qui est utilisé. Et à vrai dire, c'est là où réside la robustesse, je dirais, de l'algorithme. C'est plus, en général, mathématiquement, c'est ce qui est fait, plus l'espace il est assez grand, plus vous donnez de la robustesse à votre système. Pourquoi? Parce que si je veux casser, parce que comme tout est numérique, ça veut dire qu'à un moment donné, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la force brute. Vous allez tenter de tester toutes les clés. Donc automatiquement, si l'espace des clés il est assez large, pour pouvoir tester toutes les clés, il vous faut des années et des années. Donc, pour certains cas, il vous faut 50 ans, par exemple, de calcul pour pouvoir trouver la bonne information. Et là, c'est ce qui donne la force je dirais, à ces algorithmes. Pourquoi? Parce que les gens, même s'ils veulent, ils sont tentés de tester, ils risquent de mettre énormément de temps pour pouvoir y arriver. Et d'une manière similaire aussi, pour les algorithmes de déchiffrement, vous avez aussi un espace de clés qui est utilisé. Pourquoi? Parce que dans certains algorithmes, vous pouvez, je dirais, chiffrer par une clé et déchiffrer par une autre clé. Ça peut vous paraître un peu bizarre, mais ça, c'est grâce je dirais, aux propriétés mathématiques qui sont utilisées et qui nous permettent de faire ce genre de choses. Et la notation, pour faire plus simple, en général, vous avez un message, ce qu'on appelle le message en clair, qui est noté M, le message chiffré noté C, donc en anglais c'est cipher, donc en français c'est aussi le chiffré, et vous avez la clé qui est notée par K. Et donc vous avez la fonction de chiffrement, encryption, qui veut dire encrypt, c'est de chiffrer le message. Et donc, vous avez la fonctionnalité E de X. Donc, mathématiquement, vous avez un message X qui est de l'espace des messages M, parce que l'ensemble des messages, c'est, par exemple, vous utilisez l'anglais ou l'arabe, le message, ça peut être n'importe quel texte écrit en arabe ou n'importe quel texte qui est écrit en anglais. Et vous pouvez avoir inversement la fonction de déchiffrement qui est decryption ou bien décrypté. Et donc, vous avez la fonctionnalité, rappelez-vous, dans le schéma initial, c'est qu'à partir de Bob qui a un message, il va le chiffrer par l'algorithme et la clé. Ensuite, ça arrive à Alice qui va le déchiffrer avec la clé pour arriver au même message qui a été pris par Bob. Et donc, automatiquement, vous avez M qui est égal au déchiffrement de C. Si C, bien entendu, est obtenu par le chiffrement de M. Et donc, moralité avec ça, ce que vous pouvez avoir mathématiquement, la composition des deux fonctions, donc D de E de X ou de M est égale à M. Ça veut dire que la composée de déchiffrement par rapport au chiffrement, tu vas obtenir le message M initial tel qu'il est écrit ici. Donc, vous voyez M qui est égal à D de E de M. Pourquoi? Parce que ce sont des fonctions ici réciproques et qui permettent de donner l'identité. Et donc là, ça permet d'obtenir, c'est comme ça qu'on arrive à obtenir le message initial. Et bien entendu, le principe qui est utilisé dans le chiffrement, il ne s'agit pas de, je dirais, cacher le mécanisme ou l'algorithme de chiffrement ou de déchiffrement. Ces algorithmes, en général, sont publics. Qu'est-ce qui n'est pas public? Ce sont les clés qui ne sont pas publiques.
Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à mettre en œuvre un système de chiffrement et de permettre à un maximum de personnes de pouvoir réaliser le chiffrement. Pourquoi? Parce que les algorithmes sont publics et donc tout un chacun peut les utiliser. Et par contre, les clés, elles sont privées et donc les gens peuvent garder cette confidentialité pour eux-mêmes ou bien pour leurs partenaires et donc ça leur permettra de réaliser des opérations de chiffrement et de déchiffrement. Alors, comme je l'avais dit, vous allez chiffrer, vous allez déchiffrer, vous avez l'espace des clés. Alors, vous pouvez avoir le même espace de clés et exactement la même clé qui est utilisée dans le chiffrement et dans le déchiffrement. Ça, c'est ce qu'on appelle un cryptosystème symétrique. Pourquoi symétrique? La symétrie, c'est quoi? C'est par rapport au processus de chiffrement-déchiffrement. Donc, vous utilisez un algorithme de chiffrement avec une clé, vous allez utiliser un algorithme de déchiffrement avec la même clé. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle symétrique. Pourquoi? Parce que par rapport à l'expéditeur et destinateur, on utilise la même clé. Comme on peut avoir autrement, c'est que vous utilisez un algorithme de chiffrement et un algorithme de déchiffrement, sauf que la clé de chiffrement n'est pas la même que la clé de déchiffrement. Donc, elle est tout à fait autre. Comme je l'avais dit, ça peut paraître un peu bizarre, mais réellement, ce que vous pouvez en déduire ici, c'est que mathématiquement, il y a une relation qui lie la clé de chiffrement par rapport à la clé de déchiffrement. Alors ici, quelqu'un pourrait avoir la réflexion qui est tout à fait légitime et tout à fait correcte en disant, tiens, étant donné que la clé de chiffrement, elle a une relation avec la clé de déchiffrement, ça veut dire que j'ai cette relation mathématique entre les deux. Si j'ai la clé de chiffrement, je peux retrouver la clé de déchiffrement. Eh bien, là, je lui dis, c'est non. La réponse est non. La réponse est non, pourquoi? Et c'est ça qui fait la différence entre les mathématiques et l'informatique. C'est vrai que mathématiquement, on étudie les propriétés mathématiques sans pour autant les retrouver. C'est qu'à un moment donné, on vous prouve une certaine propriété, mais on ne vous donne jamais le moyen de pouvoir le calculer. Je pense que vous connaissez beaucoup de théorèmes en mathématiques, et vous en avez même étudié certains, même quand vous étiez au lycée. Certainement vous vous rappelez du théorème de Cauchy, par exemple, pour dire que quel que soit epsilon, il existe alpha, tel que, etc. X moins x prime inférieur à alpha, ça implique f de x moins f de x prime est inférieur à epsilon. Là, on vous dit que quand la limite existe, sous certaines propriétés, fonctions croissantes majorées ou décroissantes minorées, etc., donc elle admet une limite. Le problème qui va se poser, c'est quoi? C'est qu'on vous parle de epsilon et on vous dit que alpha existe. Mathématiquement, il existe. Mais il n'y a pas un moyen mathématique qui vous permet effectivement de le calculer. Donc, vous n'avez pas cette possibilité de le calculer. Et c'est ce qui existe justement en sécurité. On utilise cette propriété. C'est que mathématiquement, on prouve qu'il y a l'existence de relations entre les deux. Et donc, la formule qui les relie. Mais si vous essayez de calculer, vous allez trouver une grande difficulté. Ça veut dire que pour pouvoir les calculer, il faut utiliser un temps de calcul énorme. Et c'est ça qui est utilisé par l'informatique pour dire que, tiens, je vais sécuriser et automatiquement, le moyen de calcul, du moins actuel qui existe, me rassure pour dire que l'attaquant ne pourra jamais calculer la solution en un temps, je dirais, relativement bref. Et c'est ce qui est fait par la suite d'ailleurs dans les mesures de sécurité. Périodiquement, on est amené à changer ces clés. Pourquoi? Parce que si tu laisses une clé à l'infini, ça veut dire au bout d'un certain temps, l'attaquant pourra, par un moyen ou un autre, avoir la clé et donc pouvoir casser le chiffre. Mais c'est de la sorte qu'on arrive à préserver nos systèmes de sécurité. Et c'est pour ça aussi que de l'autre côté, on vous dit tout le temps que le risque zéro n'existe pas.
Donc, effectivement, le risque zéro n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous avez la clé et vous avez la clé, l'autre clé de déchiffrement, il y a une relation entre les deux. Mathématiquement, la relation existe. Ça veut dire que le processus de calcul peut exister, mais il peut mettre beaucoup de temps pour pouvoir arriver à la solution. Alors, ça fait que on peut, avec une certaine probabilité, même si elle est minime, de trouver cette clé. Et c'est pour cette raison qu'on vous dit que le risque zéro n'existe pas. Et donc, la sécurité fait qu'en permanence, on doit opérer avec des changements, ce qui nous permet de faire évoluer notre système et de le garder résistant aux attaques pendant longtemps. Alors, parmi aussi les outils qui sont utilisés, c'est dans la cryptographie, il y a aussi, j'avais dit que c'est un ensemble d'outils mathématiques. Donc, parmi les outils mathématiques, vous avez ce qu'on appelle les fonctions de hachage. Donc, les fonctions de hachage, c'est des fonctions qui sont unidirectionnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas des fonctions bijectives. Donc, la fonction n'a pas sa fonction inverse. Et ça, c'est quelque chose qui est utile pour la sécurité par la suite. Donc, vous avez M qui est un message. Donc, vous pouvez toujours calculer ce qu'on appelle son haché. Et donc, ce haché est ce qu'on appelle en anglais le digest message, c'est-à-dire le condensé du message. Donc, si vous avez un message 1 de longueur L, en général, son haché, il est d'une longueur assez réduite. Donc, le message peut être de kilo-octets, par exemple, et le haché peut être juste d'une taille de 256 bits ou autre, etc. Et donc, vous voyez que, point de vue taille, c'est quelque chose qui est très léger, et c'est pour ça qu'il nous permet par la suite d'être utilisé dans beaucoup d'applications. Et ces fonctions de hachage, ils ont une certaine propriété, c'est que vous avez le message, vous calculez son condensé. Naturellement, dès que vous changez quelque chose au niveau du message, vous allez voir que le haché, automatiquement le résultat du hachage va changer. Et ça, c'est quelque chose qui est d'une grande utilité de ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de l'intégrité. Ça veut dire que vous pouvez vérifier à tout moment que le message a été altéré ou a été changé. Donc ça, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Donc, ce qui met fin à cette introduction, donc, qui vous permet d'introduire les concepts et de connaître le vocabulaire qui est utilisé dans ce système.